Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette dernière vidéo des vidéos de début d'année jusqu'au top des vignettes qui sortira plus tard quand j'aurai eu le temps de récupérer, donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé aux vidéos précédentes. Je vais peut-être devoir faire un petit retour rapide du coup sur les flops avant d'aller plus loin. Mes tops et mes flops ne sont pas un classement des films que je considère comme les films du plus au moins bien réussis. C'est pas aussi simple que de dire le flop 1 c'est le film qui a la direction photo la plus moche, la musique la plus nulle, le scénario le moins intéressant, le machin, etc. Et puis en top 1 c'est la meilleure musique, le meilleur scénario, le meilleur machin, etc. C'est pas comme ça que je fonctionne, c'est en fonction de est-ce que ça m'a plu à moi, qu'est-ce que ça va provoquer chez moi. Donc oui, bien sûr que Madame Web et Venom sont fondamentalement, en termes de réalisation, de moins bons films que Civil War ou Furiosa. Le truc, c'est que j'en attendais pas grand-chose à la base. C'était un peu évident que ça allait être des gadins, c'est un petit peu moins important en ce qui me concerne, et c'est pas des films qui sont importants pour moi, les Venom ou les Madame Web, alors qu'il y a des films desquels j'attendais un minimum de trucs, et dont j'ai rien eu. Sur Furiosa, il y a le fait que j'avais pas aimé le premier non plus à la base, mais j'étais quand même capable d'accepter qu'il y avait plein de bons éléments dans Fury Road, et que je pouvais pas dire que c'était un mauvais film, juste fondamentalement. Sur Furiosa, je pense que c'est un mauvais film. J'ai même oublié de parler des défauts d'effets spéciaux, des défauts d'étalonnage qui sont dégueulasses, qu'on essaie de justifier en disant « mais c'est pour faire un peu comics ou un peu machin ». Non, c'est juste que c'est moche et que c'est mal fait en fait, parce que ça a été mal pensé et mal réfléchi, et Civil War c'est la même chose. C'est un film qui a été mal pensé, mal réfléchi, mal vendu, mal présenté, et qui passe clairement à côté de son sujet. Quand on crée ce contexte, c'est ce contexte qui devient plus important que tout le reste en fait. Tu peux pas créer ce contexte et ensuite t'intéresser aux journalistes, ou alors ne créer ce contexte que pour dire, en règle générale, la guerre c'est pas bien. Parce que c'est un petit peu le commentaire de Civil War quand même. Ça vole aussi haut que ça. La guerre c'est pas bien. Le nombre de commentaires que j'ai qui sont en train de me dire, c'est juste pour montrer que s'il y avait une guerre civile, les gens ils se tireraient les uns sur les autres et ce serait horrible et ce serait machin, etc. Non mais tu te fous de la gueule du monde. Oui, la guerre c'est pas bien, oui, bravo, magnifique. Il faut remettre une statuette pour ça, il faut dire que c'est le meilleur film de l'année, il faut gueuler quand ça arrive dans un flop. Et non, ce n'est pas un film politique. Et il y a des gens qui m'ont sorti du coup le personnage qui a le soldat avec les lunettes rouges, qui rappelle la casquette rouge de Donald Trump, les cheveux peroxydés blonds qui rappellent les cheveux peroxydés de blond de Donald Trump, etc., etc. Et qui disent il est raciste et donc ça montre bien qu'il y a un aspect politique au truc. Non, déjà il est pas raciste. Il est en train de se taper un délire sur ce qu'est l'Amérique, ce qu'est machin, etc. Et le mec qui est là n'est pas américain. Il tire pas forcément dessus parce qu'il est chinois. Il tire dessus parce qu'il est pas américain. Il y a une différence. Le conflit en général n'est pas orienté autour du racisme. Donc dire que ce mec-là précisément est raciste, ça dit rien sur le contexte global de cette grande guerre et sur qui est aux commandes et sur qui fait quoi. Et si vous voulez remonter au nœud du problème, le truc c'est posez-vous la question. Quand le mec dit vous êtes quel genre d'américain, quelle est la bonne réponse à lui apporter? Au début, quand il te dit ça, tu penses que tu dois répondre républicain ou démocrate. Ensuite, le mec il dit Tennessee, Wyoming, Iowa, etc., etc. Genre, vous venez de quelle région des États-Unis, quoi. Il n'y a pas de bonne réponse à donner à ce mec-là. Le seul truc que veut ce mec-là, c'est buter tout le monde. C'est avoir un prétexte pour buter des gens, en fait. Il s'en fout, au final, de quel parti politique les gens sont, de s'ils viennent des États-Unis ou pas, s'ils sont étrangers, immigrants ou pas. C'est pas le problème. Le mec, il a juste une violence à expulser. Et il se sert de ça pour expulser sa violence. Mais il n'y a jamais de parti pris politique dans quoi que ce soit de ce film en fait. Donc oui, Civil War est un film vide, ou au mieux, dans le meilleur des cas, un film plat avec une morale complètement conne du style la guerre c'est pas bien. Donc voilà pourquoi il se retrouve dans mes flops, parce qu'avec le potentiel de ce film, avec son titre, c'est un truc, les gens ont cru que le titre c'était un élément déterminant de mon truc. Le titre c'est juste une preuve que le film passe à côté de son sujet en fait. Quand il essaye de résumer son sujet, il dit Civil War, je m'appelle Civil War, je m'appelle pas photographe de guerre pendant une guerre civile fictive aux États-Unis. Il crée ce contexte qui est extraordinaire et il l'exploite pas du tout en fait. Il ne dit rien du tout. On m'a dit aussi, oui, mais le président, il parle un petit peu machin, un petit peu comme Trump, etc. Il parle un peu comme tout président, un peu despotique, mais ça en fait pas forcément une projection de Trump. Peut-être, éventuellement, le casting de l'acteur, qui est un acteur qui jusque-là était réservé au sitcom, donc un mec qui est un peu rigolo quand tu le vois arriver à la base, et qui finalement t'inspire quand même un peu de peur, etc. Éventuellement, à ce niveau-là, je pourrais trouver un rapport par rapport à Trump, qui de base a un côté un peu fun, parce qu'il dit n'importe quoi, et il sort des conneries constamment, et en même temps, c'est quand même un mec complètement taré, et qui est aux commandes du pays, quoi. Donc à la limite, on peut essayer de lire des petits trucs par-ci par-là, mais quand tu fais un film comme ça, avec le danger qui planait au-dessus des États-Unis à ce moment-là, c'est irresponsable de pas dire plus et de pas aller plus loin que ça. Donc voilà, ça c'était pour en terminer vite fait avec les flops. Vous êtes pas content, je peux le comprendre. Il se trouve que c'est mon classement. C'est ce que je pense, moi, de ces films-là en particulier. Donc voilà, oui, j'ai moins aimé Furiosa et Civil War que Madame Web ou Venom 3, qui ont au moins un petit côté un peu fun ou un côté un peu nanar. Là, c'est vraiment juste, c'est un gâchis complet, en fait.
Pour les deux d'ailleurs, Furiosa pareil, ça aurait pu être un truc vachement plus sympa, mais il a décidé de gâcher tout son truc en faisant une espèce de branlette intellectuelle à la con là, qui n'a aucun sens. Et dans les deux cas, je vous invite à aller voir mes vlogs sur ces films là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tes arguments ils sont nuls », et j'ai fait « Oui, mais les arguments ils sont pas tous là, mes arguments ils sont aussi dans les vlogs ». Là j'ai juste voulu pas me répéter, et j'ai rajouté des trucs en plus que j'avais pas dit dans les vlogs, c'est pas mes seuls et uniques arguments quoi, donc c'est la mauvaise foi aussi, ça se traite. Donc voilà pour en finir avec la vidéo des flops. Pour commencer cette vidéo des tops, je voudrais faire une petite mention spéciale à un film qui ne se retrouve pas dans les tops ou les flops, parce qu'en fait, j'ai pas pu le voir jusqu'au bout. Il me tord les boyaux, il me détruit de l'intérieur, je ne peux pas le regarder, je suis trop inconfortable en fait devant ce film. Ce film s'appelle Pas de vague. C'est François Civil qui joue un professeur des écoles homosexuel, mais qui se fait accuser d'avoir essayé de draguer ou eu des mots peut-être un petit peu tendancieux autour d'une élève de sa classe. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie, par exemple. Avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Du coup, il est sous le feu de sa direction, il est menacé par le frère de cette gamine qui est un mec assez violent, et il peut même pas dire ce qu'il innocenterait sans l'ombre d'un doute, qu'il est homosexuel, et que donc ses mots étaient innocents, parce que les profs ouvertement gays peuvent aussi être mal vus par les parents. Donc en fait, il est complètement piégé, c'est-à-dire que il est accusé d'un truc, et pour vraiment donner la réponse qui dit clairement que c'était pas ce qui était en train de se passer dans la salle de classe, il risque de se griller sa place quand même de professeur donc des écoles, il risque, s'il ne fait pas son coming out, de se faire casser la gueule par le frère de la gamine, etc. Et en fait, quand je vois ce film, mon stress déborde. C'est très kafkaïen comme truc, et en fait du coup, j'ai pas pu regarder ce film au-delà des 30 premières minutes. Et c'est pour ça que je veux le mentionner dans les tops, parce que un film qui fait ça est forcément incroyablement réussi. Le seul truc, c'est que je peux pas valider qu'il est dans les tops parce que je connais pas la fin. J'ai eu quelques échos vite fait de la fin, qui paraît-il semble un peu insatisfaisante, mais je peux pas la voir, parce que vraiment, je ne peux pas regarder ce film. Je n'y arrive pas, ça me détruit intérieurement de voir ce qu'est cette histoire. Donc voilà, je voulais quand même en faire mention, parce que pour me marquer quand même à ce point, faut vraiment que le film ait fait un truc particulier. Donc voilà, je vous encourage, si vous avez l'occasion, à jeter un œil sur Pas de vague, parce que je crois que j'ai jamais eu ça dans la vie de cette chaîne, quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vécu un truc aussi fort devant un film, et vraiment j'ai du mal à le regarder. Voilà, les introductions étant faites, allons-y pour cette dernière vidéo de début d'année. Commençons les tops avec le top 10. Sonic 3, réalisé par Jeff Fowler. Oui, écoutez, on commence léger, hein. On commence avec un petit blockbuster un petit peu raté pâquerette, mais qui fait parfaitement son boulot en fait. C'est tout simplement pour ça qu'il se retrouve dans ce top. C'est un film qui n'a pas d'ambition au-delà d'être Sonic 3 et d'être le meilleur Sonic 3 possible, et il est le meilleur Sonic 3 possible. C'est peut-être pas le film de l'année, c'est peut-être pas le film du siècle, c'est peut-être pas l'idée la plus intelligente, mais ça marche extrêmement bien. C'est un bon petit divertissement qui est assez fun, qui est très bien réalisé et qui décide enfin de mettre un peu plus de budget que Sonic 1 et 2, qui avait mis un petit peu le budget là où il y en avait besoin, mais là tu sens plus que c'est sur tout le film et qu'il n'y a pas tant besoin de distraction et de sketch à la con avec des acteurs secondaires ou tertiaires qui ne reviennent que pour une scène, notamment par exemple la sœur de la copine du mec qui recueille Sonic, je me rappelle plus de leur nom, bordel. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Wachowski en plus. Je devrais un souvenir de son nom de famille quand même, merde. Donc la belle-sœur de Tom, donc la sœur de Maddie, qui est donc la copine de Tom, ou le mec de la belle-sœur de Tom et de la sœur de Maddie, qui reviennent tous les deux juste pour un tout petit caméo quelque part, alors que dans les autres films, il y avait des scènes vachement longues sur eux, parce que c'était intéressant d'avoir des sketchs à filmer de plusieurs minutes, ça nous permettait de ne pas avoir à filmer de l'action à ce moment-là, quoi. Là, pour le coup, c'est opposé. Ça n'intervient que quand il y a vraiment une raison à les mettre dans le truc. La raison est un peu tirée par les cheveux, mais il y a quand même une raison à les mettre dans le truc. C'est pas juste là pour perdre du temps ou pour gagner du temps avant de faire des scènes d'action. Donc tu vois qu'ils ont plus mis l'argent là où il devait être. L'histoire donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que Sonic, Knuckles et Tails doivent faire face à un nouvel ennemi qui s'appelle Shadow. Alors je sais qu'il a une backstory spéciale dans les jeux vidéo, mais elle n'est pas vraiment abordée ici, en tout cas j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu changé ici, mais qui est du coup un autre hérisson du même genre que Sonic, mais qui est particulièrement puissant parce qu'il est chargé par le pouvoir des émos. Pour le coup, le film fait très années 90. On a un personnage qui est censé être badass, il est badass comment, avec du rock, en conduisant une moto, en ayant un flingue, en étant émo donc, et en étant doublé par Keanu Reeves, qui a l'air un peu de se faire chier dans sa cabine de doublage, pour être tout à fait honnête, mais c'est peut-être aussi qu'il a son problème de diction qui commence à arriver de plus en plus. J'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à jouer correctement ses lignes. Tout ça fait très années 90, quoi.
C'est Keanu Reeves habillé en noir, avec des pouvoirs, ça fait un peu Matrix aussi un petit peu, avec une moto et des flingues, etc. Ça fait très 90s, du coup, comme caractérisation du personnage de Shadow. Et Shadow, voulant se venger pour ce que les humains lui ont fait en le maintenant enfermé dans un centre de recherche militaire, et en l'ayant séparé d'une petite jeune fille avec qui il commençait à se rapprocher à l'époque, s'est associé au père du docteur Robotnik, qui va donc devoir être combattu également par Robotnik, puisque du coup il sait comment utiliser leur technologie, donc Sonic, Knuckles et Tails vont aller le voir pour lui demander son aide, et évidemment il va y avoir des retournements dans cette relation-là également, beaucoup de jeux avec donc du coup 2 Jim Carrey à l'écran. Pour revenir sur les qualités du coup du film, c'est que niveau grand spectacle, ça y est à fond. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action pendant quasi tout le film, plutôt grandiose, plutôt bien foutues. Toutes les scènes où il est en train de courir dans la forêt ou en train de courir au milieu des rues de Tokyo notamment, ça va à fond la caisse et c'est vraiment dynamique, vraiment puissant, vraiment bien foutu. La baston finale entre Sonic et Shadow, elle est dantesque. C'est les mecs brisent des plaques tectoniques, vont se battre jusque sur la lune, etc. C'est vraiment, on va au maximum de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de délire là. Et c'est justement là que j'apprécie beaucoup ce film là, c'est que les autres étaient bons aussi, notamment je me souviens que le climax de Sonic 2 avec l'énorme robot Robotnik géant là à côté de la petite ville était plutôt cool et était plutôt grandiose, etc. Et là vraiment ils se sont complètement lâchés quoi. Ils sont allés jusqu'au bout du truc et ça fait plaisir parce que tu te dis bon c'est bon, vous avez fait 2 films pour gagner du pognon qui coûtait pas trop cher à réaliser, qui coûtait pas trop cher à être fait, notamment le premier Sonic, qui est juste un road trip avec James Marsden et Sonic à côté de lui sur la voiture. Ça coûtait pas très cher. Maintenant que ça a bien marché, ils sont honnêtes et ils sont généreux avec leur public. Et ça, pour le coup, il faut toujours l'apprécier. Quand le studio sait être à la hauteur de la confiance que lui fait le public et de l'argent que lui a donné le public, pour le coup c'est quand même plutôt cool. Donc ça marche très très bien. Évidemment le reste du film est aussi très bon à cause de l'humour qui marche extrêmement bien aussi. Alors je dirais quand même qu'ils en font un petit peu trop avec le double Jim Carrey, et notamment au niveau des brisages de 4e mur. Il y a un moment où les 2 Robotniks sont en face l'un de l'autre et disent littéralement « Dis donc, c'est comme... on se ressemble tellement, c'est comme si on était joué par le même acteur dans un film. » Et tu fais... Non, honnêtement, il n'y a pas besoin de ce genre de truc. Ça pouvait être drôle sans ça. Il y a notamment une scène de danse qui est très rigolote avec les 2 Robotnik, avec tous les lasers et tous les machins, là. C'est très très drôle, ça marche super bien. Et en règle générale, le reste du film est plutôt drôle. Il y a un moment où, au tout début du film, on dit à Sonic « Mais heureusement, Sonic, tu as réussi à ne pas changer. Ici. » But you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. Or your heart. Il joue beaucoup avec le personnage de Knuckles qui parle beaucoup de l'honneur dans son truc en général. Et à un moment, ils font juste brûler des chamallows dans la forêt. Et, il le fait trop brûler. Et du coup, il fait « J'ai déshonoré mon marshmallow ». C'est un truc complètement con, avec cette voix-là et ce commentaire et tout le bordel. Ils arrivent vraiment bien à gérer l'humour de ces trucs-là. Il y a tout un truc avec un laser, et on te dit « Les lasers te couperont en morceaux », ensuite ils découperont ces morceaux en plus petits morceaux. J'aime bien ce genre de petit délire. Donc ouais, j'ai juste passé un très bon moment, en fait, devant ce film. C'était un très bon divertissement, c'était fun, ça vole pas haut, hein, ça c'est clair, mais c'est ultra divertissant, ça fait parfaitement son job, et de ce que j'ai entendu comme retour, ça adapte toujours aussi bien l'univers de Sonic, dont je suis toujours pas extrêmement fan. Personnellement, le personnage de Shadow en mode je suis un espèce de Dark Knight badass et tout le bordel, je trouve ça un petit peu ridicule. J'ai jamais vraiment accroché à l'univers de Sonic, en bonne partie à cause de ce genre de trucs. Mais si vous êtes fan, clairement vous allez prendre votre pied, parce que moi qui suis pas super fan, et c'est un peu le cas depuis le début avec la saga des Sonic, même moi qui suis pas hyper fan du truc, qui connais ça un petit peu de loin, honnêtement c'est des films cool à regarder et plutôt fun et divertissants quoi. Donc voilà, vous passerez un bon moment devant Sonic 3, je vous le conseille. Et maintenant passons au film suivant, numéro 9. C'est notre île, pas la vôtre. Ni chaîne ni maître, réalisé par Simon Matahiro. J'ai toujours été surpris que depuis que les États-Unis ont vraiment commencé une grosse introspection sur leur traitement des populations afro-américaines et des personnes de couleur en général dans leur pays, la France n'est pas vraiment emboîté le pas et ne se soit pas posé ce genre de questions. Il est vrai que le rapport de la France à l'esclavagisme est un petit peu différent d'autres pays, puisque techniquement c'était pas censé être autorisé sur le sol français, mais on l'a quand même fait sur d'autres sols. Et c'est sans doute pour ça qu'on l'aborde pas énormément, c'est parce qu'effectivement dans notre pays à nous, on n'a pas des tonnes et des tonnes d'exemples de personnes esclaves. Il y en a même quelques-unes qui étaient dans la royauté, comme on l'a vu avec par exemple le film qui a sorti My Wen, celui où elle jouait avec Johnny Depp, etc., où on voyait qu'elle avait recueilli du coup un petit enfant africain, qu'elle l'avait anobli, qu'elle lui avait donné un rang, etc., etc.
On a beaucoup eu de trucs genre la Vénus noire, où on montre plus du coup une vision très métropolitaine et du coup un petit peu éloignée de la vérité de ces trucs-là. Justement, c'est quand on ramène un Africain dans la cour du roi ou un truc dans ce genre-là pour l'exposer à tout le monde. C'est quelque chose qui est assez fort aussi, qui marche, mais qui montre pas autant. Là, je dirais qu'on est plus confronté vraiment directement au truc, face à la merde, dirons-nous. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et important à montrer et à faire. Je suis donc content de voir enfin arriver un film qui parle de l'esclavagisme en France, et qui plus est un film plutôt bien foutu et avec des choses assez fascinantes à explorer. Le film se passe à l'île Maurice, appelée à ce moment-là l'île de France. Il suit un père, Massamba, joué par Ibrahima Mbaye, et sa fille, Mati, jouée par Anna Thiandoum, qui sont esclaves dans une plantation tenue par un mec qui s'appelle Eugène Larsenet, qui est joué par Benoît Magimel. Et bien entendu, ils rêvent de s'enfuir, mais évidemment, ils ont aussi un petit peu peur, jusqu'au jour où Mati, donc la fille de Massamba, se décide à s'enfuir, et Massamba n'a pas vraiment d'autre choix que de la rejoindre finalement sur la route, pour essayer de la retrouver et essayer de la sauver, puisque on a envoyé à ses trousses une certaine Madame La Victoire, qui est jouée par Camille Cotin, qui est réputée comme étant la plus grande chasseuse de marrons, comme ils appellent ça, et qui est chargée donc de les retrouver et de les ramener morts ou vifs. Et ils vont donc devoir tenter de lui échapper coûte que coûte, en essayant de rejoindre une ville ou un village qui, d'après la légende, recueillerait des esclaves échappés et leur permettrait de vivre en toute liberté, ce qui évidemment sera assez compliqué. Le film était très bien réalisé et très fort à suivre. Les personnages sont tous les deux très attachants. Il y a un truc particulier autour de Mati qui a une sorte d'épilepsie, je dirais, qui la rend un peu fragile et qui fait que c'est dangereux qu'elle soit dans la jungle toute seule, et qui donc nous donne envie que son père puisse réussir à la retrouver. Et ensuite, au-delà, évidemment, on a naturellement envie qu'ils arrivent à se libérer tous les deux de leur esclavage. J'ai trouvé que les dialogues étaient plutôt crédibles, j'ai trouvé que tout le monde jouait extrêmement bien, ce qui est pas extrêmement courant dans les films français, donc il faut quand même le noter quand on voit un où c'est bien réussi. Tout le monde jouait plutôt extrêmement bien, y compris Camille Cotin, qui semble vraiment s'éclater à jouer cette salope absolue qui se repaît de sa méchanceté, de sa saloperie, etc., etc. Pour ma part, je ramène toujours mes marrons vivants. Parce que je crois aux vertus du châtiment. Même les personnages secondaires sont plutôt bien traités. Il y a tout un truc avec les fils, notamment de Madame La Victoire, qui sont assez spéciaux. Il y a tout un truc autour du fils de Eugène Larsenet, donc le patron de la plantation aussi, qui est aussi un peu particulier. Il est plus dans le camp des Lumières, à vouloir remettre en question du coup cet asservissement de l'homme noir, ou du marron, comme ils le disent parfois. Et les performances en général sont assez fortes. Il y a une scène que je trouve vachement bonne et qui montre aussi que les textes sont plutôt bien foutus. À un moment, il tombe sur un autre noir qui s'est échappé au milieu de la forêt. Il va essayer de faire diversion pour retenir Madame La Victoire et laisser au père le temps de s'échapper. Et quand elle le retrouve, elle a toute cette scène du coup extrêmement sadique où elle se prépare, où elle interroge le mec, mais elle se prépare à le tuer au final. Et à un moment, il la regarde droit dans les yeux et il lui fait « Et toi, diablesse, quel goût a ta vie ? Un goût de merde !» Il y a une force dans cette scène qui est vraiment bien foutue et c'est tellement bien joué. Et toi, diablesse, quel goût a ta vie ? Un goût de merde. Ma mère et la fierté de notre île. Le film, en règle générale, est très bien foutu aussi. Visuellement, j'aime bien l'image. Il y a un travail extrêmement contrasté. Du coup, dans l'image, il y a des blancs qui sont extrêmement forts, extrêmement cassés, et il y a des noirs qui sont extrêmement forts, extrêmement bouchés également. Donc tu opposes un peu noir et blanc dans ton image elle-même. Quand tu parles du racisme, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Les couleurs sont plutôt désaturées. Les plans sont généralement assez larges, ce qui est plutôt cool. Ça donne un sentiment assez grandiose au film. Ça donne pas l'impression que c'est un tout petit truc, tout rikiki, filmé dans une petite forêt, dans un coin. Il y a des petites astuces visuelles à certains moments du film, comme utiliser des mano negra. Alors, il me semble toujours que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas tout à fait certain. Mais en principe, la mano negra, c'est quand tu mets une main devant l'objectif pour créer une sorte de forme d'iris, ce qui du coup atteint aussi les rayons de lumière et comment ils arrivent à l'intérieur du truc, et du coup crée des déformations sur l'image qui arrive dans la lentille. Qui plus est, quand la lentille est sale, comme c'est le cas ici. Donc il y a certains moments où le personnage est un peu décontenancé, un peu perdu, un peu tombé dans les pommes, etc. Et à ce moment-là, on va utiliser ce genre d'effet sur la lentille pour faire passer du coup son état un peu second. Ça marchait très bien. Et le film, en règle générale, a un côté assez mystique. Il s'ouvre par exemple sur une chanson ou un poème, peut-être un mélange des deux à vrai dire. Et l'image d'un serpent au sol ou l'image d'une femme qui se noie également, qui se trouve être la femme de Massamba parce qu'elle a préféré se jeter volontairement à la mer que finir esclave, et du coup ça
hante le personnage de Massamba de toute sa vie. Du coup, elle accompagne tout le film comme une sorte d'esprit qui vient lui porter secours quand il est un petit peu abattu. Et on a toujours des scènes extrêmement belles où la nana apparaît constamment ruisselante d'eau, comme si elle sortait juste de la mer. Beaucoup de plans sur les reflets, sur les gouttes, sur etc. Tout un tas de choses qui créent un sentiment assez mystique et qui est plutôt cool et qui marche très bien. Il y a un passage à un moment où il est poursuivi par des chiens qui, du coup, doivent le rattraper. Et il y a une scène qui est un mélange à la fois drôle et terrifiant. Il essaye d'échapper à ce chien, il se jette d'une cascade. Et quand il arrive en bas de la cascade, il commence à nager un petit peu. Et à un moment, il regarde derrière lui. Et on voit la tête du chien qui est en train de nager vers lui. Le chien qui doit être un genre pitbull, rottweiler, un truc dans ce genre-là, quoi. Il y a un côté à la fois ridicule au côté du chien qui est en train de nager comme ça, et en même temps, tu vois la gueule du chien, tu vois comment il regarde sa cible et comment il la quitte pas des yeux, et tu fais putain, si jamais il l'attrape, ça va être une boucherie, quoi. C'est pas forcément travaillé dans le reste du film en règle générale, mais sur ce plan-là, je trouvais que ça marchait plutôt très bien. La musique en règle générale est très bonne, beaucoup appréciée, et la scène de fin en particulier est très belle et met un petit peu des frissons dans le dos. Donc c'est clairement un des très bons films que j'ai vu cette année, et je vous encouragerais chaleureusement à le regarder, ne serait-ce que pour s'intéresser un petit peu effectivement au passé de notre pays spécifique, la France, pour les Français du coup qui regardent. Je sais qu'il y a aussi des Québécois, des Suisses, etc. Donc voilà, mais pour la France en particulier, je trouve que c'est important aussi qu'on regarde ce genre de film, et ils sont pas si courants que ça. Donc voilà, je vous encourage à regarder Ni chaîne, ni maître. C'était un très bon film français de l'année. Je vous le conseille, et maintenant passons au film suivant, numéro 8. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. J'en ai fait un vlog plutôt complet, donc je vous invite à aller voir le vlog parce que ça me permet de faire des vidéos plus courtes quand je fais les tops et les flops. Le retour de la qualité française en salle est finalement plutôt une bonne chose. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu un film avec une aussi bonne gueule, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vrai blockbuster français. Delaporte et de la Patelière ont réussi à très bien adapter cette histoire pour la rendre assez fascinante, alors que de base, je suis pas extrêmement fan de cette histoire du Comte de Monte Cristo. Je résume l'histoire au cas où il y en aurait besoin, mais donc c'est l'histoire de Edmond Dantès, joué par Pierre Ninet, qui se fait trahir à quelques jours de son mariage par des proches et qui se fait arrêter. Il va en prison pendant des années, rencontre là-bas un prêtre qui lui confie plusieurs secrets, et notamment la localisation d'un immense trésor. Et quand il sort, il récupère ce trésor, décide de se créer une nouvelle personnalité qui est le Comte de Monte Cristo, et de se venger de toutes les personnes qui ont essayé de lui pourrir la vie en pourrissant leur vie. Ils ont réussi à y mélanger un petit aspect film de super-héros qui marche plutôt bien, parce que du coup il est masqué pendant une bonne partie du temps, c'est un vigilante, c'est un vengeur, qui se venge lui un peu particulièrement certes, mais qui est là pour rendre justice, on va dire grosso modo dans le truc. Il essaye en tout cas de ne pas faire de victimes collatérales parmi les gens qui n'ont rien demandé et qui n'ont rien fait de mal. Ce qui en fait un film assez adapté au public contemporain qui a l'habitude du coup des super-héros, mais qui aussi lui permet de voir un super-héros un peu mieux travaillé, avec de meilleures motivations que les 3/4 des super-héros d'un Marvel par exemple, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là c'était extrêmement cool comme film, ça a de la gueule, c'est extrêmement bien réalisé, les décors sont cool, c'est un film où on voyage beaucoup dans différentes régions de la France notamment, il y a beaucoup de plans en drone, etc. Enfin vraiment, le film a de la gueule, le film est bien foutu, le film a du rythme, le film est bien monté, il y a des scènes qui sont assez impressionnantes, notamment la scène du repas où il commence en bonne partie à foutre la merde. Encore une fois, le seul petit reproche que je mettrais au film, c'est ce jeu parfois un petit peu trop théâtral et pas trop réaliste. Plusieurs personnes m'ont dit que du coup c'était quand même approprié étant donné l'époque à laquelle ça se passait. Éventuellement oui, au niveau du registre de langage, mais au niveau de l'interprétation et du jeu, je dirais que toujours pas. C'est peut-être les bonnes tournures de phrases qu'il faut pour cette époque-là, mais peut-être qu'un peu de modernisation ne ferait pas de mal, et peut-être surtout qu'une meilleure interprétation aurait aidé à accepter ce texte plus ancien, parce que là il est déclaré d'une façon qui est trop théâtrale à mon sens sur beaucoup de points. Mais c'est un bien maigre reproche quand tout le reste du film est excellent et très bien foutu, donc voilà, je ne vais pas rester dessus beaucoup plus longtemps. Je vous conseille de regarder Le Comte de Monte Cristo, vous l'avez probablement vu qu'il a fait 9 millions et quelques d'entrées en France, mais on sait jamais s'il reste des personnes qui ne l'ont pas vu. Essayez de jeter un œil au Comte de Monte Cristo, et si vous l'avez vu, je pense qu'on est d'accord, c'était quand même un très bon moment à passer en salle. Voilà, je pense que tout le monde est content avec Le Comte de Monte Cristo, donc ne restons pas beaucoup plus longtemps dessus, passons au film suivant, numéro 7. What are you telling me?
Juré numéro 2, ou Juror Number 2, réalisé par Clint Eastwood. Il va falloir que je commence par anticiper certaines des choses qu'on va me dire dans les commentaires pour ce film, puisque j'ai fait une vidéo sur le teaser trailer de Superman il y a pas longtemps, dans lequel Nicholas Hoult joue Lex Luthor, et j'ai dit que personne ne voulait de Nicholas Hoult, et que vraiment il s'accrochait à sa carrière alors que personne ne veut de lui. Des gens m'ont répondu c'est complètement con ce que tu dis, on le caste quand même dans des films, et c'est pas ce que ça veut dire, personne ne veut de lui, ça veut dire que personne du public ne veut de lui, ça veut pas dire que personne ne veut l'engager, évidemment qu'on veut l'engager puisqu'il est dans tout un tas de films. Je dis que justement le public a pas vraiment envie de lui parce qu'il a jamais fait un méga succès dans un film. Et Jury numéro 2, c'est pas un méga succès non plus, mais surtout, c'est un film qui est basé sur ce que je dis de Nicholas Hoult, c'est qu'il a pas une gueule d'acteurs. J'avais tout un truc sur les acteurs qui ont une gueule vraiment d'acteurs hollywoodiens, qui ont du chien, qui ont quelque chose qui va te marquer. En soi, c'est pas du tout un laidron ou quoi que ce soit, mais juste, il provoque rien chez le spectateur quand tu vois en salle, quoi. Et là, Nicholas Hoult, pour Jury numéro 2, est adapté à son rôle parce que c'est un mec lambda, en fait. Et c'est justement en ça que c'est intéressant de caster ce mec-là, qui a pas forcément une gueule d'acteur hollywoodien, c'est que c'est un mec sur qui on se retournait pas forcément dans la rue. C'est un mec lambda, plutôt lambda, auquel on peut s'identifier facilement, et c'est en ça, du coup, que c'est intéressant de caster un mec qui n'a pas une gueule particulièrement d'acteur hollywoodien. Voilà, ça c'était un petit truc vite fait pour m'assurer que l'ensemble des commentaires sous le truc soient pas des trucs autour de Nicholas Hoult. Concernant l'histoire maintenant, le principe de Jury numéro 2, c'est que un homme, donc joué par Nicholas Hoult, se retrouve à être désigné comme membre d'un jury pour un homicide. On accuse un homme d'avoir tué sa copine et de l'avoir jeté au-dessus d'un pont après une soirée un petit peu arrosée dans un bar, et il va donc être jugé. Ça a l'air d'être un mec tout à fait lambda, bien sous tout rapport, qui va avoir son premier bébé avec sa copine en plus dans peu de temps, sauf que, au moment où le procès démarre, il se rend compte qu'il y a de très fortes chances que cette nana ne soit pas morte de la main de son mec, mais de sa propre main à lui, un soir où il était lui-même dans ce bar. Il en est sorti un petit peu bourré, et il pense avoir percuté quelque chose sur la route, mais il n'a rien trouvé quand il est sorti. Et donc le film est un immense dilemme moral pour ce mec, pour savoir est-ce que je fais la bonne chose, c'est-à-dire je me dénonce et j'évite à ce mec d'aller en prison, ou est-ce que j'essaye de protéger la vie que je suis en train de commencer à me créer pour moi et ma copine et mon futur enfant, etc., etc. Ou est-ce que, sans se dénoncer non plus, il peut faire le maximum pour essayer de faire en sorte que le mec soit désigné innocent, ou en tout cas relaxé, qu'on puisse dire qu'il n'y a pas assez de preuves, pour lui éviter la prison et ne pas avoir lui-même à foutre sa propre vie en l'air. Ce qui est compliqué parce que il y a tout un jury à convaincre, il n'est pas le seul mec à devoir décider de ce truc-là. Le dilemme est énorme et te fascine forcément du début à la fin du film parce que tu te demandes toi-même du coup qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, quoi. Grosso modo, c'est 12 Angry Men, 12 hommes en colère, le film de Sidney Lumet, qui est la référence dans ce genre de truc, parce que c'est un film qui est entièrement en huis clos dans la salle de délibération, où on a les 12 membres du jury qui doivent se convaincre les uns les autres jusqu'à atteindre un verdict, et il est un peu le seul à essayer de défendre ce mec-là parce qu'il est le seul qui est complètement sûr qu'il a pas vraiment fait le coup, alors que tous les autres veulent le condamner uniquement sur leur perception de ce qu'est le mec et de certains actes et trucs là, donc il doit essayer de les faire changer d'avis au fur et à mesure. Donc c'est 12 hommes en colère, auquel on aurait mélangé le procès lui-même, ce qu'on ne suit pas dans 12 hommes en colère, on ne suit vraiment que les délibérations, mais là on suit également le procès, on suit également du coup la vie de ce mec quotidienne, et donc on inclut au scénario de 12 hommes en colère, et si un des 12 mecs dans le truc était le vrai coupable. Donc vraiment c'est assez fascinant comme tension, comme enjeu, de voir vraiment ce mec essayer de se débattre pour prouver l'innocence de ce mec-là sans avoir non plus à prouver sa propre culpabilité. C'est vraiment extrêmement bien foutu. Cette histoire se mélange un petit peu aussi à des élections parce que du coup, parmi les avocats, l'avocate de l'accusation est en lice pour une réélection et du coup, gagner cette affaire serait pour elle le moyen de sécuriser sa réélection. Donc il y a un enjeu aussi particulier pour elle. Et puis il y a un côté très Eastwood dans ce truc-là parce que il aime bien avoir quelques éléments un petit peu divins, et parler un peu de la religion en règle générale. Il y a notamment tout un plan quand certains personnages commencent à être convaincus que l'accusé n'est peut-être pas effectivement la personne qui a tué la jeune femme, qui se concentre en gros plan sur le symbole « In God we trust », nous remettons notre confiance en Dieu, ou un truc dans ce genre-là, qui est autour de je ne sais plus quelle élocution de la justice. C'est quelque chose, il y a vraiment que Eastwood qui ferait ce genre de truc. Le petit plan sur c'est Dieu qui te dit de faire ci, de faire ça, etc. Voilà, pour moi ça fait très Eastwood. Et vraiment en règle générale, le film était extrêmement bien tenu, extrêmement bien foutu, les performances sont toutes excellentes. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est un petit peu jaune comme rire, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à avoir
le chef du groupe des alcooliques anonymes, joué par Kiefer Sutherland, qui est le mec dont la carrière a en bonne partie été explosée par son alcoolisme et par notamment une vidéo qui a été prise de lui où il était complètement bourré et notamment où il se jetait sur un énorme sapin le soir de Noël. You're a pirate, man. That would explain everything. Il a eu de gros problèmes du coup avec l'alcool et donc le voir lui jouer le mec à la tête des alcooliques anonymes, tu fais... Putain, le casting extraordinaire, Clint, magnifique. Il y a aussi de très belles choses au niveau de la réalisation, des choses qui sont intéressantes. J'aime bien notamment le fait qu'au début, quand il y a un chant contre chant entre la juge et le personnage de Nicholas Hoult, il y a quelque chose qui semble ne pas coller au niveau des regards, comme si du coup tu voulais sous-entendre de base qu'il y a quelque chose d'un peu malsain. Il y a quelque chose d'un peu subtil dans cette façon de filmer, et je trouve que ça a plutôt du sens, où il y a par exemple une transition qui est aussi extrêmement sympathique, où on monte la photo d'un bar, et on va avoir un fondu jusqu'à ce bar la nuit des événements, et le fondu va être très travaillé, puisque du coup on va faire apparaître en premier le signe néon du bar, et petit à petit il y a tout un tas de guirlandes qui suivent la ligne du toit, et on va faire apparaître les différentes guirlandes les unes après les autres, avant de compléter le fondu et de changer le reste de toute l'image pour faire la transition avec la scène. Du coup ça fait une transition qui est extrêmement douce, et extrêmement subtile, et qui passe très très bien. J'ai beaucoup aimé comment cette narration était gérée visuellement. Et puis il a trouvé notamment la très bonne façon de terminer le film. Je vais pas révéler comment est-ce qu'il termine le film, mais c'est pas un truc énorme non plus, mais en termes de mise en scène, le moment où il choisit de couper, et ce qu'il fait avant de couper dans la mise en scène, quand le film commence à se finir, je me suis dit, ah, il faudrait que ça se finisse comme ça. Il faudrait que ça se finisse avec une coupe brusque, avec ce bruit-là juste avant, etc. Et c'est exactement comme ça qu'il le fait. Donc voilà, c'est un film extrêmement compétent, extrêmement bien fait. J'ai entendu se prendre quelques trucs dans la gueule au tout début de sa sortie aux États-Unis notamment, et je comprends pas trop parce que il y a des gens qui disaient que Clint Eastwood était trop vieux et qu'il a perdu le coup, etc. Enfin, non, honnêtement, le film est extrêmement bien foutu. Moi, je l'ai beaucoup apprécié en tout cas, donc je vous conseille d'y jeter un œil si vous avez l'occasion. Je pense que vous passerez un bon moment devant Jury numéro 2 de Clint Eastwood. Voilà pour ce qui est de notre numéro 7. Passons maintenant au numéro 6. Drone, réalisé par Simon Buisson. Alors je sais pas d'où il sort ce Simon Buisson, manifestement il tourne depuis 2015, il a fait quelques films, déjà c'est son 3e, et il a notamment tourné pas mal de séries, dont une qui s'appelle 3615 Monique, et il a fait 3 saisons d'une série qui s'appelle Stalk, dont je n'ai jamais entendu parler. Je viens de découvrir seulement sa filmographie, mais on retrouve les éléments qui reviennent dans Drone, puisqu'il y a un mélange à la fois de stalking, et de ce qu'on a envie de montrer aux gens et de pas montrer aux gens, etc., etc. Et il y a le côté travailleur du sexe, qui peut amener à certains problèmes par moment pour les personnes qui sont dedans, avec le 3615 Monique, et donc avec ce que fait notamment l'héroïne du coup de ce film. L'autre surprise de ce film, je le dirai rapidement, c'était de voir au générique de ce film, long métrage cinéma, Disney+ apparaître, parce que donc ça fait partie des films que Disney+ a dû produire pour pouvoir publier ses films plus tôt sur son service de VOD, pour pouvoir s'arranger avec le CNC au niveau de la chronologie des médias. Je l'avais déjà vu une fois, je crois, pour Netflix, mais pour Disney+, je l'avais encore jamais vu. C'est vrai que c'est très surprenant quand t'es en salle de voir le logo Disney+ apparaître comme ça, je fais quoi? Et ça me semble plutôt approprié parce que, au final, du coup, dans cette histoire, il y a quand même une sorte de message féministe qui est intégré, mais qui est vraiment intégré en filigrane et beaucoup plus intelligemment que dans tout ce que fait Disney chez eux, en fait, au niveau de leur film à eux. L'histoire, donc, de ce film Drone, c'est qu'une jeune fille qui s'appelle Emily surprend un soir un drone extrêmement silencieux qui la suit à sa fenêtre et qui se met à la suivre un peu dans sa vie de tous les jours, qui va au début être un petit peu protecteur, mais qui petit à petit va commencer à avoir des comportements un petit peu oppressants, s'immiscer un peu plus dans la vie de cette jeune femme, qui va donc commencer à flipper un petit peu, et qui va commencer à se demander qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette histoire de drone. Il y a plusieurs éléments qui m'ont énormément parlé dans ce film. Pour commencer, je voudrais dire que bien que le personnage soit une femme et qu'elle soit lesbienne, je me suis pas mal retrouvé dans ce personnage, étant donné que c'est une nana qui débarque pour faire une école d'art en général, architecture pour elle, moi je suis arrivé sur Paris pour faire une école de cinéma, donc artiste qui débarque à Paris pour étudier, quelque chose que je connais, qui est gay, quelque chose que je connais également, qui est mal à l'aise en groupe, quelque chose que je connais également. En fait, ce personnage, c'est moi. Je me suis vraiment beaucoup reconnu dans le personnage d'Emily, et je suis en général assez curieux de l'architecture. Il y a une scène très sympathique où ils sont à l'intérieur d'une ancienne usine qui a été rénovée, qui entreposait des dirigeables, je crois, à la base,
refait avec des grandes verrières sur le truc pour que l'intérieur du coup de l'espace soit quand même ouvert à l'extérieur et rappelle du coup cette notion d'air et de voler, etc., etc. Et il y a tout un tas de trucs intéressants et ça m'intéresse parce que mon père est architecte et m'a donc transmis une partie de ses délires et de ses kiffs et de sa vision de l'architecture, un truc dans ce genre-là, et notamment la restauration, c'est un truc que mon père a pas mal fait. Voilà, c'est quelque chose que je connais un tout petit peu, donc déjà, pour ce qui est du personnage principal et du milieu dans lequel elle évolue, ça m'avait vachement intéressé. Mais le milieu est aussi extrêmement lié au thème du coup du film, parce que avec cette histoire de drone qui te suit, et le fait qu'elle soit à côté également une travailleuse du sexe, elle fait des shows en live sur des trucs de webcam et de chat et des trucs dans ce genre-là. Ce sont deux éléments qui travaillent la notion de ce que tu as envie de montrer ou pas. Quelque chose que je peux connaître par exemple en tant que youtubeur. En tant que youtubeur, il y a des choses que je veux montrer de ma vie, il y a des choses que je veux garder secrètes de ma vie, et il y a des choses que les gens veulent espionner dans ma vie ou un truc dans ce genre-là, essayer de comprendre quelles sont par exemple mes convictions politiques ou des trucs dans ce genre-là. Du coup, ce thème de ce qu'on veut montrer ou ce qu'on veut garder pour soi est aussi traité en architecture. La plupart des bâtiments qui vont être filmés dans ce film sont des bâtiments qui ont de très grandes fenêtres. Dans l'architecture elle-même, ce travail de montrer ou cacher est central. C'est une notion explicitée dans le dialogue. Il y a un moment où elle dit « ça ne me dérange pas que ce mec m'exploite tant que je peux l'exploiter en retour ». Et c'est intéressant justement cette façon de parler de ce qu'on accepte de montrer, ce qu'on accepte d'offrir, ce qu'on accepte de se faire prendre. Et ce que je trouve bien, c'est que tous ces thèmes du coup se mélangent au travers de l'architecture, au travers du métier de la nana, au travers du drone qui est en train de la pourchasser, qui est un peu la base du coup de l'histoire, et au travers également de certaines choses de la vie privée de cette personne qu'on va révéler au fur et à mesure, mais que elle de base n'a pas forcément envie de révéler, et donc ça traite aussi de ce genre de trucs. Et ça rejoint du coup au final cette notion de féminisme également, parce que y a une notion de qu'est-ce que tu acceptes de faire, qu'est-ce que tu n'acceptes pas de faire. Il y a beaucoup de choses autour du féminisme et notamment du patriarcat et ce genre-là qu'on dit imposer du coup aux femmes. Notamment, du coup, c'est le fait de leur imposer une vision très sexualisée de leur corps, etc., mais aussi le fait qu'elles-mêmes puissent vouloir utiliser leur corps librement comme elles en ont envie, etc. Je trouve que c'est incroyablement bien tissé, en fait. Tous les thèmes se rejoignent, toutes les illustrations du thème sont bien intégrées dans l'histoire, tout traite plus ou moins de la même question. Et du coup, je trouve que c'était extrêmement bien écrit et bien foutu, mais c'est aussi donc extrêmement bien réalisé. Il y a énormément de plans en drone pendant tout le film, puisque ça se base sur la question d'un drone qui est en train de te suivre, qui va jouer du coup sur le côté... c'est un truc dont j'avais déjà parlé depuis les débuts de la chaîne. Les cinéastes aiment bien filmer des façades d'immeubles, et notamment quand il y a beaucoup de fenêtres, parce que chaque fenêtre est un petit film. Dans chaque fenêtre, tu sais qu'il y a une histoire. Et donc là, le drone, évidemment, va s'intéresser à ce qui se passe dans ces diverses fenêtres, va filmer beaucoup de façades avec beaucoup de fenêtres. Sur certains bâtiments, ils ont réussi à trouver des trucs avec des fenêtres intéressantes. Il y a notamment l'appartement d'une nana dont elle commence à beaucoup se rapprocher, avec qui elle voudrait se mettre en couple, qui vit dans une sorte d'ancienne usine avec des fenêtres absolument gigantesques qui doivent faire 2 mètres sur 2 mètres partout sur les murs. Le bâtiment a énormément de gueule, ça rend super bien, et du coup le drone peut en profiter pour filmer absolument tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que sa vie est quasi complètement ouverte à tout le monde, et elle n'est pas forcément consciente de certains des dangers qu'il y a à ouvrir à ce point sa vie comme ça à tout le monde. Donc les plans drone rendent extrêmement bien. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi, une sorte de mise en abîme, à avoir à certains moments des plans en drone pour filmer des drones. Généralement les caméras sont sur des trépieds ou des chariots de lit, ou des grues, tu peux pas facilement te retrouver à filmer une caméra sur un chariot de lit, sur un trépied ou sur une grue. Tu peux éventuellement te retrouver à filmer quelqu'un qui est avec un caméscope DV ou un truc dans ce genre-là, en train de filmer quelque chose, mais la projection par rapport au cinéma lui-même n'est pas aussi directe. Là, avec les drones, c'est vraiment avec ce truc-là qu'on filme le plan, et tu peux te retrouver à légitimement pouvoir inclure ça dans le plan lui-même en fait. Donc il y a une belle mise en abîme de la caméra qui sert à tourner le film par rapport à la caméra fictive. Et le générique notamment va jouer avec cette vision drone, en commençant par filmer les étoiles, choper l'héroïne, montrer les différentes fenêtres de son immeuble, et ensuite récupérer l'héroïne qui sort de sa douche. Donc il y a vraiment un côté intéressant au niveau de l'exploitation de l'image de drone en règle générale, le fait qu'il y ait beaucoup de plans avec ça, mais du coup le fait que ce soit des plans qui soient significatifs, parce que par définition l'image de drone c'est l'image un petit peu d'espionnage et de surveillance, qui du coup peut te voir sans que toi tu le vois, donc c'est vachement intéressant de centrer du coup son film avec ces thèmes-là du coup à l'intérieur, sur cette idée du drone, qui marche extrêmement bien, qui est bien réalisé aussi d'ailleurs au niveau des effets spéciaux, au niveau design, il a vraiment une gueule, il ressemble vraiment à un truc, et j'aime bien la séquence de fin notamment, qui révèle une bonne partie du pourquoi de tout ce qui est arrivé du coup à cette nana pendant l'histoire, et le simple montage de plans et les personnes qui sont montrées dans les plans disent quelque chose, travaillent le message féministe aussi qui est marqué dans le film, et le tout dernier plan est sur un jeune gamin, comme pour te faire bien comprendre qu'il faut bien éduquer nos générations futures
à affronter ces diverses questions de qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux pas montrer, comment est-ce que tu le caches, et les rapports d'exploitation en général. La chanson Sweet Dreams, hein, certains veulent t'utiliser, certains veulent que tu les utilises, etc. etc. C'est un petit peu tout ça en fait qui est traité dans ce film-là. Ça me paraît surprenant d'ailleurs qu'ils aient pas utilisé la chanson dans ce film-là parce que ça aurait été ultra approprié par rapport au thème. C'est vraiment le genre de trucs qui sont travaillés par ce film. C'est très rafraîchissant, je trouve, ce genre de film dans le cinéma français. Ça me paraît assez logique que ce soit produit en partie par Disney+. J'aurais pas vu les producteurs français produire un film comme ça fait trop divertissement, ça fait trop bien pensé et bien fait au niveau de l'aspect divertissement du film, au-delà de l'aspect auteur, et c'est le genre de truc qu'on n'aime pas faire chez nous, et d'ailleurs, notamment, le film a eu une distribution déplorable. Il est sorti dans quelques salles à Paris, et je pense que c'est tout. Il a très mal été distribué, du coup forcément il s'est cassé la gueule au niveau d'exploitation, ce qui fait qu'encore une fois on se retrouve, vous vous souvenez quand Vermine était sorti du coup l'année dernière, j'avais gueulé par rapport à l'exploitation en disant on l'a sorti dans 300 salles ou un truc dans ce genre-là, le moindre film d'horreur américain en a 400 ou 500, c'est quand même con de pas vraiment aller jusqu'au bout de ce film-là, quoi. Et Drone, c'est typiquement cette logique française de, de toute façon, le genre, la science-fiction, etc., c'est pas du vrai cinéma, c'est des trucs pour les jeunes et les cons et les débiles, on s'en fout un petit peu, du coup on va sortir ça un peu n'importe comment. Je sais même pas pourquoi ils les produisent en fait, si c'est pour les distribuer comme ça, mais effectivement, ce genre de distribution dégueulasse, c'est typique du cinéma français, et comment est-ce qu'on peut gâcher la vie d'un film qui aurait pu super bien marcher, si seulement on avait fait la promotion correctement, on l'avait distribué correctement, quoi. Donc voilà. C'était un très très bon film, je vous encourage très chaleureusement à regarder Drone. J'espère qu'on aura d'autres films dans ce genre-là, produits par Disney+, ou réalisés par Simon Buisson, ou quoi que ce soit d'autre, mais je veux voir plus de films comme ça dans le cinéma français, c'est le genre de film que je veux voir dans le cinéma français. Donc voilà, je vous encourage à regarder Drone. Passons au film suivant, numéro 5. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, réalisé par Ariane Louis XVI. J'en avais parlé dans ma vidéo de début d'année sur les sorties à venir en 2024, parce que il est sorti en 2024, mais je l'avais vu en 2023 sous les conseils de Lisanne, une de mes fans québécoises à qui je refais un coucou, elle va refaire un arrêt cardiaque en entendant dire ça dans la vidéo, donc salut Lisanne. C'est un très bon film québécois, ce Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Je sais pas si l'accent était très bon. L'histoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une jeune adolescente qui s'appelle Sacha, qui est une vampire, mais qui est trop humaniste et qui ne veut pas tuer des gens, ne veut pas mordre et ne veut pas ôter la vie des gens. Ses parents tolèrent son comportement pendant quelques années, notamment son père, qui la soutient énormément, mais les autres membres de la famille en ont ras-le-bol qu'elle soit pas une vraie vampire, et ils finissent par décider de lui couper les vivres, au sens littéral, du coup, dans ce truc-là, on lui coupe sa réserve de sang, parce qu'elle boit le sang dans des pochettes de sang, et donc en la privant de ses pochettes, ils espèrent la pousser à mordre quelqu'un. Et elle finit par tomber un soir sur un jeune homme qui s'appelle Paul, qui a des pensées suicidaires, et qui lui dit qu'il est volontaire pour lui donner sa vie, parce que lui, de toute façon, n'en a pas envie. Donc ça avantage les deux, elle a quelqu'un à mordre sans avoir de remords, et lui, du coup, il peut perdre sa vie ce dont il a envie. Et finalement, la soirée où ils doivent faire ça se transforme en une sorte de road movie, où ils vont essayer de résoudre les dernières volontés de Paul avant ces derniers moments. Et bien entendu, toute la relation qui va se développer entre les deux va être le cœur du film. C'est tellement cute, déjà, à la base. Le film est déjà drôle, mais je vais y revenir un peu après, mais à la base, ils sont tellement mignons tous les deux, en fait. Il y a un moment où ils arrivent du coup dans sa chambre, tout le truc est une métaphore du passage à la vie adulte et du début de l'adolescence. Le fait de mordre et de saigner du coup la première fois, c'est équivalent finalement à l'arrivée par exemple des règles, c'est équivalent aussi au début de sa vie sexuelle, du coup à cette jeune Sacha. Et notamment la scène où ils doivent, en principe, pour la première fois faire le truc, ça ressemble à une scène de première fois sexuelle. Ça se finit d'ailleurs dans le lit, où ils commencent à parler tous les deux, etc. Et avant ça, ils sont en train d'écouter de la musique et d'essayer d'échanger, de se connaître un petit peu. Et lui pose beaucoup de questions sur les vampires, et à un moment il lui demande, et du coup, est-ce que les crucifix aussi, c'est un truc que vous aimez pas? Et elle fait, non, ça nous tue pas, mais c'est un petit peu comme une allergie. Et ce gros bonnet lui répond, moi je suis allergique aux acariens. Avec un espèce de dernier, un truc genre là. Les croix? Non, c'est plus comme une allergie. À l'église? On peut dire ça. Moi, je suis allergique aux acariens. J'ai vu la scène, j'ai fait « Mon Dieu, je veux que vous fassiez des bébés tous les deux. » C'est extraordinaire, vous êtes tellement cute ensemble, en fait. Lui, il joue ça, le Paul. Tu sens qu'il semble être sur le spectre autistique quelque part.
il a des problèmes véritablement sociaux, de relations avec les gens en général, il est très isolé, il est un petit peu martyrisé à l'école, il y a une brute qui le fait chier, notamment pendant tout le truc, qui s'appelle Henri, je crois. Et du coup, c'est un personnage qui est tellement timide et qui fait tellement peu de choses que c'est déjà super prenant de le voir essayer de prendre sa vie en main. Mais c'est aussi du coup très attachant de voir comment est-ce que sa personnalité et celle de Sacha arrivent parfaitement à se mélanger, semblent faites du coup quasiment l'une pour l'autre, et de voir la relation qui se développe entre les deux. Et vraiment, les deux personnages sont vraiment le truc qui te met dans le film, ils sont extrêmement attachants, tous les deux, et indépendamment l'un de l'autre. Tous les personnages, cela dit, du film sont assez cool, assez fun, la cousine notamment de Sacha, qui fait plus femme libérée, très sûre de sa vie, très au contrôle, etc., qui a un côté un petit peu revêche, qui en a un petit peu ras-le-bol du comportement de Sacha en règle générale. Les parents aussi sont intéressants, notamment le père. La mère est un peu plus absente du coup du film, mais le père est plutôt sympathique, notamment parce qu'il aime beaucoup sa fille. Et les personnages qui sont négatifs, méchants, un petit peu opposés aux personnages, le font de façon drôle. Et du coup, il y a quelque chose qui passe plutôt bien dans le film. En règle générale, ce qui est drôle dans le film, c'est le côté très... le mot est approprié, mordant, finalement, un côté un petit peu ironique, un peu cynique. Le film entier tourne autour du fait qu'ils sont en train de mettre en place un plan pour qu'ils se suicident, immédiatement après s'être rencontrés dans un groupe de soutien pour les personnes dépressives et suicidaires, qui justement est censé exister et être là pour te pousser à ne pas le faire, alors que justement c'est grâce à ça finalement qu'ils se rencontrent. Et avec leur rencontre, au final, lui qui avait envie de mourir découvre tout un tas de trucs qu'il a envie de faire. Il y a un côté très ironique du coup à trouver une vie dans la mort, et elle qui n'avait pas envie de tuer se met à trouver des situations où elle se retrouve à avoir envie de le faire. Et il y a des trucs assez excellents du style, vous savez, il y a cette scène typique du film pour ados, notamment, découverte justement de ta vie adulte, fin de l'adolescence, passage à l'âge adulte, etc. C'est un peu teen movie. Vous savez, il y a toujours la scène où il y a la nana ou le mec un petit peu dépressif qui va dans sa chambre et qui s'allonge sur le lit et qui est en train de déprimer sur son lit et de bouder ou de penser à tous les trucs qu'on vient de lui mettre en tête et ce qu'il devrait faire de sa vie, etc., etc. Et dans ce film-là, du coup, on le fait. Mais c'est un film de vampire et du coup on le fait pendant que derrière t'as des mecs qui sont en train de se faire bouffer par la cousine et qui sont avec des espèces de bruits de massacre monstrueux dans tout le truc. Et elle est sur son lit en train de rêvasser comme ça. Il y a une scène où elle tente de se suicider en mangeant une poutine, ce qui est probablement un des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie, et notamment un des trucs qui montre bien quel genre d'humour fait le film. C'est que la première victime des vampires dans le film est un clown. Ce qui montre bien tout le truc, c'est cette opposition de quelque chose de très très sombre à de quelque chose de très drôle et positif et léger. Et c'est vraiment un mélange qui marche extrêmement bien, alors que c'est un premier film en plus, hein, je crois, pour Ariane Louis XVI. Je regarde sa filmographie, elle a rien fait d'autre. Donc je crois que c'est un premier film, et c'est vraiment un film extrêmement maîtrisé et bien foutu, quoi. Pour un premier film, il y a quasi aucun des défauts habituels de ce genre de film, quoi. Donc j'ai passé un très bon moment devant ce film, à la fois au niveau de l'humour, à la fois au niveau du commentaire qui a été fait. Quelque part, ça me fait un tout petit peu penser à ce film Unicorn Wars, qui était film pour enfants avec des espèces de bisounours, mais qui parlent comme des charretiers, qui parlent de cul, qui se droguent pendant tout le truc, qui se massacrent sur les champs de bataille, etc. Cette opposition entre quelque chose de très mignon et de très sombre, c'est pas toujours une formule qui marche bien, faut bien la faire, mais là pour le coup c'est parfaitement équilibré, ça marche parfaitement pour Vampire Humanist, cherche suicidaire consentant. Et le film en règle générale est très très beau, avec un très beau 2.35 en anamorphique, le bokeh déformé derrière qui donne des images qui sont assez jolies, notamment de nuit, mais ça se passe en bonne partie de nuit parce que du coup ça suit des vampires. Donc vraiment tout le film est extrêmement bien pensé, marche très très bien, j'ai passé un bon moment devant, et je conseillerais à peu près tout le monde de le regarder parce que voilà, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé devant un film cette année. Donc voilà, je vous le conseille chaleureusement, Vampire Humanist cherche suicidaire consentant. Passons au numéro 4. What is this? Deadbeat dads, rappers, crack, that's black, right? Nobody's gonna publish this. Just want to rub their noses in it. We think it is gonna be the bestseller. I'm sure white people on the Hamptons will delight in it. Yeah, we will. It's gonna be huge. American Fiction, réalisé par Cord Jefferson, qui est, comme Vampire Humanist, un premier film pour ce mec qui jusque-là était plutôt scénariste et qui a bossé sur des trucs que j'aime bien, comme The Good Place, et des trucs que j'aime moins, comme Station Eleven, que beaucoup d'entre vous aiment bien, manifestement. Moi, je l'ai pas du tout apprécié. Mais voilà, il était à la base plutôt scénariste et donc plutôt auteur, écrivain, et il arrive avec ce film sur un auteur ou écrivain. Il nous propose l'histoire de Thelonious Ellison, aussi appelé Monk par tous ses amis, qui est joué par Jeffrey Wright, qui est un professeur d'université,
qui est particulièrement exaspéré par les discours qui entourent la population afro-américaine, qui dénoncent qu'il y a un peu toujours les mêmes histoires avec, grosso modo, des pères absents, des rappeurs, des gangsters, des mecs qui se font buter par les flics à la fin, etc., etc., et qui trouve que c'est extrêmement limité comme point de vue, et il décide d'écrire, ironiquement, un roman qui répond à absolument tous ces clichés des vies afro-américaines, avec du coup des personnages de gangsters qui ne connaissent pas leurs parents, qui parlent avec des fautes d'anglais dans absolument tous les trucs. Donc une version poussée à l'extrême des clichés que demandent les éditeurs de bouquins notamment, mais également il y a beaucoup de tacles faits aux films qui sont Oscar bait, donc les films qui sont clairement faits pour être récompensés par un Oscar. Et en fait ça marche beaucoup mieux que prévu parce que personne ne comprend l'ironie derrière le texte, tout le monde le prend au premier degré et tout le monde est en admiration devant le texte et en train de dire que c'est un truc génial et veut lui donner des prix littéraires, etc., etc. Donc il est un petit peu partagé entre le fait de vouloir dénoncer quelque chose et le fait d'avoir besoin aussi de ce succès pour pouvoir prendre soin de sa mère qui a de gros soucis de santé. Donc ce film va voir comment est-ce qu'il navigue cette question, et justement ça va lui permettre d'évoquer beaucoup de questions par rapport aux populations afro-américaines. Et du coup le film est assez fascinant parce que ça va en bonne partie contre beaucoup de clichés, beaucoup de choses qui se disent régulièrement et qui sont régulièrement célébrées dans beaucoup de shows Oscar par exemple notamment. Et en même temps, ça montre que c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que par exemple, il dénonce le cliché d'avoir des pères absents, et il le dénonce comme étant un cliché sans réaliser que il a vécu exactement la même chose parce que son père, sans être totalement absent, n'était pas extrêmement présent non plus et avait beaucoup de défauts. Donc au final, il a un petit peu eu ce genre de père-là quand même, ce qui d'ailleurs en partie lui inspire un peu son écriture. Mais du coup, c'est vraiment ce qui est fun avec ce film, c'est de voir une voix afro-américaine prendre le contre-pied de ce qu'on impose généralement comme étant les vies afro-américaines. Il y a un moment où il est devant la télé et on lui montre un truc qui est, c'est pas Black History Month, c'est The Black Experience, donc c'est toute une sélection de films autour de la diversité des expériences afro-américaines, et tu vois la bande-annonce du truc, et c'est uniquement des drames avec des mecs qui se font tirer dessus dans la rue. Ils mettent des extraits de tonnes de films, notamment j'ai reconnu Precious à un moment qui était pareil, c'est toujours des vies extrêmement compliquées et des drames et tout ce genre-là, donc c'est pas du tout varié en fait. C'est toujours des mecs qui sont dans la merde, et finalement très peu de familles un petit peu différentes, comme sa famille à lui, qui est plutôt stable et tranquille quoi, qui va jusqu'à l'ironie d'avoir une bonne. Il y a un truc très particulier quand même à présenter une famille afro-américaine issue de l'esclavagisme qui a une bonne, qui a une sorte de mamie en fait, de mamie comme dans Autant n'emporte le vent, mais du coup qui la traite extrêmement différemment aussi, n'empêche qu'ils ont quand même une bonne quoi. Il y a une autrice en particulier dont il parle régulièrement qui vient de sortir un livre qui s'appelle Wiz Lives in the Ghetto. Donc les espèces de fautes d'anglais, de fautes de conjugaison qui sont très couramment utilisées dans ces films sur la culture afro-américaine, notamment tout le côté, ils disent pas ask a question, ils disent ask a question. Ils ont que des défauts de prononciation comme ça tout le temps. Et la nana qui écrit ce bouquin-là est extrêmement lettrée, elle fait parmi les plus grandes facs et des trucs dans ce genre-là, et tu la vois d'un seul coup ouvrir son bouquin et se mettre à parler avec un langage du ghetto, quoi, qu'elle connaît a priori pas vraiment, mais c'est une des questions qui va être développée du coup dans le film. Would you give us the pleasure of reading an excerpt? Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? Et il dénonce en général la bonne façon de parler de certains sujets. Ça se voit très bien avec la première scène du film. Le film démarre donc quand il est professeur d'université. Son cours, en fait, c'est sur la littérature sudiste. Donc forcément, ça aborde beaucoup la question de l'esclavagisme et des trucs dans ce genre-là. Et le premier truc qu'il fait dans le film, c'est que tu l'entends, tu le vois pas, mais tu l'entends en train d'écrire un mot au tableau. Le film démarre avec l'image quand il demande à ses étudiants de réagir. Et t'as évidemment la blanche de service avec ses cheveux colorés pour bien montrer qu'elle est très inclue dans tous les mouvements sociaux, les trucs sur Twitter, les trucs dans ce genre-là, et qui est en fait la seule de toute la classe à péter un scandale avec le fait que le mot en N soit marqué sur le tableau. Et elle dit pourquoi est-ce que on devrait supporter de voir ce mot, pourquoi est-ce qu'on devrait le mettre, et ça me dérange beaucoup de le voir au tableau. Et le mec lui fait écoute Bethany, je crois qu'il s'appelle comme ça, Bethany ou Tiffany ou un truc dans le genre. With all due respect, Brittany, I got over it. I'm pretty sure you can too. Et c'est, si vous me suivez un petit peu, si vous m'avez déjà entendu parler de beaucoup de choses liées à ces questions d'intégration et de diversité, des trucs de ce genre-là, c'est complètement un discours que j'aime moi, c'est un des trucs que j'aimais beaucoup dans Star Trek, dans un épisode de Star Trek que j'avais cité, où on appelait Uhura, celle qui est responsable des communications, avec le mot en N, et elle disait, mais écoutez monsieur, à notre époque on a appris à ne plus avoir peur des mots, et cette façon de dire, écoutez, moi je suis noir, j'ai réussi à dépasser le mot N, donc vous devriez pouvoir réussir à faire pareil, ne serait-ce que pour un cours, quoi.
J'aime beaucoup cette façon de penser, j'aime beaucoup cette façon de présenter le truc. Il y a tout un truc du coup sur... oui, on veut montrer des histoires de noirs, mais quel genre d'histoire de noirs on veut montrer en fait? Et c'est tout du coup le débat qui est au centre de ce film et qui est vraiment extrêmement bien traité, à la fois par le bouquin qu'il écrit et à la fois par sa vie à lui. T'as ce moment où quand une des éditrices le contacte pour publier son bouquin, il est pas encore trop sûr de ce qu'il a envie de faire au niveau de son rôle, au niveau de comment il se présente en tant qu'auteur. Elle l'appelle et lui répond un truc genre oui, bonjour madame, un truc dans ce genre là. Et tu vois la nana qui bug derrière et qui comprend pas pourquoi est-ce qu'on le mec qui a écrit ce bouquin lui répond avec un langage aussi châtié et aussi éduqué, etc. Et il finit du coup par répondre un truc genre wesh meuf, comment ça va, ou un truc genre là. Elle fait ah oui d'accord, ça me rassure. Il va essayer de pousser le truc au maximum en disant que il veut renommer il veut donner un autre nom au bouquin. Je vais pas vous dire le nom du bouquin pour que vous ayez la surprise devant le truc, mais c'est évident qu'un bouquin ne peut pas s'appeler comme ça. Et en même temps, du coup, comme ça fait ghetto, tout le monde est en train de faire oui, mais du coup, aucun souci, on va le faire, etc. C'est vraiment la blague qui n'arrive jamais à être comprise par les gens qui sont trop premier degré. Il y a une scène qui est assez géniale où, je vais pas dire ce qui se passe exactement, mais on se retrouve avec 5 personnes dans une pièce, 3 blanches et 2 noires, et il y a les 3 blancs qui sont en train de faire « Écoutez, c'est quand même vraiment important qu'on écoute les voix noires et les voix afro-américaines, etc. » Et la personne dit ça alors que les 3 blancs sont unis pour ignorer la voix des 2 afro-américains qui sont en train de dire « Faut pas faire ce que vous voulez faire. » Je vais pas spoiler, mais faut pas faire ce que vous voulez faire, c'est complètement con, ça marche pas, on sent que c'est pas honnête, et ils les écoutent absolument pas. Donc tu vois très bien ce côté à dénoncer la bien-pensance. C'est pas un film anti-woke du tout, hein. Faut pas comprendre ça comme ça, mais ça remet quand même un petit peu en question le truc. Tout le monde en prend plus pour son grade parce que le message du film est que, au final, la vie est juste plus compliquée que ça, en fait. Et c'est un truc que j'aime bien. Je parle aussi, par exemple, pour la communauté LGBT qui est la mienne. On a beaucoup d'histoires de comment est-ce qu'il faut représenter notre population, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse les trucs. Ça me rappelle, par exemple, dans la série Love Victor, donc la suite de Love Simon, qui est diffusée sur Disney+, Victor racontait à un moment que quand il était dans les vestiaires avec d'autres mecs, il était pas du tout attiré par eux et qu'il avait pas envie de leur faire des trucs, etc., etc. Et t'en arrives du coup à vouloir présenter un portrait tellement positif de l'homosexualité que t'en arrives à des extrêmes qui sont absolument ridicules, parce qu'il y a une raison pour laquelle les gamins et les gamines se changent dans des vestiaires différents, quand on est dans des vestiaires où tout le monde doit se mettre à poil, etc. C'est que il y a quand même une attirance sexuelle qui peut avoir lieu à un moment ou à un autre. Un adolescent de 16-17 ans dans les vestiaires avec d'autres mecs de 16-17 ans, évidemment qu'il y a un moment où il va au minimum zioter, il va pas forcément se mettre à se branler au milieu du truc et avoir une grosse érection, mais il va au moins regarder certaines des formes, certains des torses, certains des muscles, etc., etc. Mais on essaye de présenter une bonne vision, bien sage, bien appropriée, etc. Et c'est un truc qui marche pas forcément vraiment. Il y a une youtubeuse trans qui a sorti une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, en disant proper representation is boring, ce qui est donc la représentation comme il faut des LGBT, de la diversité, est chiante, parce qu'effectivement, à force de vouloir présenter un portrait spécifique d'une communauté, on en arrive à des personnages qui n'ont plus vraiment rien de très intéressant à dire, quoi. C'est ironique de parler de tout ça alors qu'on a tout un débat sur Emilia Pérez qui tourne un petit peu autour de ça récemment, mais je vais pas rentrer dedans parce que j'ai pas encore vu le film. Mais il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, et j'aime bien du coup que le film n'ait au final pas de morale à nous vendre. Il est pas là pour nous faire la morale sur comment est-ce qu'il faudra raconter telle ou telle histoire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de le faire comme ça, etc. Il est juste en train de nous dire, la vie c'est compliqué. Si vous voulez vraiment faire des portraits d'Afro-Américains, vous pouvez pas non plus vous retrouver avec des trucs qui sont trop artificiels ou qui représentent toujours exactement le même type d'histoire, parce que la vérité est plus complexe que ça en vérité. Ce qui est une leçon qui est vraiment appuyée par le fait que, par exemple, il n'y a pas véritablement de fin au film. Le film va vous dire ce qui s'est passé véritablement, mais va pas forcément vous montrer ce qui s'est passé, et va jouer sur ce qu'on va vous montrer par rapport à la fin, pour dire que justement, il n'y a pas vraiment de façon de finir cette histoire, parce que finir cette histoire de telle ou telle façon donnerait une morale au truc, ou vendrait un portrait en particulier de la famille afro-américaine, et tout le propos du truc, c'est de dire, il n'y a pas vraiment de propos en fait à tenir sur les Afro-Américains en règle générale, c'est pas un bloc uni et identique, il y a des divergences un peu partout, et tu peux pas faire un film qui ferait un portrait de ce qu'est telle ou telle communauté, donc tu fais juste le portrait de ton personnage tel qu'il est, et t'essayes d'aller jusqu'au bout de ton personnage comme tu dois le faire, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce message, et beaucoup apprécié comment le film le rendait. Le film est... Alors j'allais dire, le film est hilarant. Oui, mais périodiquement. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de comédie et de drame, c'est une comédie dramatique, et donc ça va pas forcément être à se taper sur le bide pendant absolument tout le film. J'ai régulièrement ri à voix haute, notamment dans tous les rapports entre Monk et le reste de sa famille, sa sœur, sa mère, son frère, la bonne, la nana avec qui il va commencer à créer une relation à côté, etc. Ils ont des échanges, ils ont des tacles, ils ont des machins qui sont
excellente. Something I've written never changed your life? Absolutely. My dining room table was wobbly as hell before your last book came out. You look fat. I know. Il n'y a pas forcément d'énorme audace de réalisation, mais c'est plutôt très bien fait. Il y a un petit passage qui est plutôt sympa où quand il commence à écrire son histoire, les personnages de l'histoire apparaissent en face de lui et vont interagir avec lui pour qu'on sache qu'est-ce qu'il a envie d'écrire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, jusqu'où est-ce qu'il doit aller pour coller au cliché, ouais, après quel moment est-ce qu'il sort du cliché, etc. C'était vraiment très bien foutu. Le propos est ultra pertinent. Moi, je le valide en plus à 100%. Donc, je vous encourage à vous pencher sur American Fiction parce que c'est non seulement pertinent et intéressant sur le truc, mais c'est en plus d'autant plus pertinent de le voir sélectionné aux Oscars pour dénoncer justement en bonne partie les films Oscar bait sur l'esclavagisme, sur machin, sur tel type de personnage, etc. Il y a une ironie qui est assez forte à voir un film qui dénonce une partie de ce que font les Oscars, être sélectionné par les Oscars pour faire un truc. Je crois qu'il a rien remporté au final quand il y était, ce qui est un peu honteux parce que honnêtement je trouvais que c'était un excellent film, et notamment au niveau du scénario, au niveau des jeux d'acteurs aussi. Jeffrey Wright est excellent dans son rôle principal, il tient absolument tout le film et il est très très bon. Jusque là je l'avais surtout vu dans des rôles secondaires, notamment dans Westworld, et il arrive vraiment bien à tenir un film entier. Et tous les acteurs sont excellents, enfin bon bref. Je vous conseille de regarder American Fiction, c'était excellent, très très bien foutu, et si vous avez du mal avec les films trop moralisateurs, les films que vous pourriez qualifier de woke, ça en est pas un. C'est ça, oui et non. C'est vraiment, il y a vraiment pas de morale, c'est à la fois c'en est un et c'en est pas un. Ça dénonce les pensées qu'on pourrait qualifier de woke, et en même temps ça valide beaucoup des points qui sont faits par ce qu'on appellerait les wokistes. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est vraiment fascinant à voir sur ce genre de questions. Du coup, je vous encourage à le regarder. Voilà, je vais pas tenir beaucoup plus longtemps parce que j'ai commencé à me répéter, à dire n'importe quoi. Donc, passons au film suivant, et nous arrivons au trio de tête, numéro 3. La nuit se traîne, réalisé par Michiel Blanchard. Un film belge qui se retrouve donc dans le trio de tête parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Quand j'ai vu la bande-annonce en salle la première fois, j'ai vu le truc, j'ai fait putain, faut absolument que je vois ça parce que ça a l'air super bon. Et quand je l'ai vu, effectivement, ça a délivré toutes ses promesses, c'était excellent. L'histoire est celle d'un piège qui se referme sur un personnage qui n'a absolument rien demandé, qui va devoir tout faire pour essayer de s'en sortir. Ça parle du jeune Maddy, qui est un serrurier, qui est appelé par une jeune femme pour ouvrir donc son appartement parce qu'elle aurait perdu ses clés, qui lui ouvre et attend dans l'appartement qu'elle lui ramène l'argent qu'elle dit avoir à l'extérieur, jusqu'à ce que le véritable propriétaire de l'appartement débarque, le trouve dans son appartement en train d'attendre et décide de le buter, parce qu'en plus c'est un mec qui appartient à des réseaux d'extrême droite qui est particulièrement raciste, donc découvrir un black au milieu de chez lui, il va même pas poser de questions et attendre d'avoir une réponse, il va directement l'attaquer, il va se retrouver obligé de le planter pour protéger sa propre vie, il va se faire récupérer par les collègues du mec, et en fait il va comprendre qu'il faisait partie d'un casse qui avait de l'argent chez lui, et qu'en fait la nana qui l'a appelé et qui a récupéré le sac d'argent qui était à l'intérieur, a arnaqué des gangsters en récupérant du coup leur argent, mais eux ils en savent rien et ils peuvent pas en avoir la preuve. Ils vont penser que c'est Maddy, et Maddy va devoir faire en sorte de retrouver la nana et l'argent pour réussir à s'en sortir et à échapper à ces gangsters qui sinon vont le buter. C'est donc un thriller particulièrement tendu et avec quelques scènes d'action intéressantes également sur la fuite de ce jeune Maddy qui va essayer de sauver sa vie, rien de moins que ça, et de résoudre le mystère. Et le film est parfaitement maîtrisé de A à Z, aussi bien dans le côté thriller, notamment au niveau du scénario, que dans le côté action. Il y a un visuel tout con, mais très bien recherché, il essaye de se cacher sous le lit, et pendant que les mecs sont en train de chercher, il commence petit à petit à se rapprocher du lit. Et t'as un visuel où tu vois le mec qui se rapproche du lit, et d'un seul coup tu vois le lit qui est en train de se lever, et de lui tomber dessus en fait, parce que du coup c'est Maddy qui est en dessous, et qui a réussi à le lever. Mais du coup, le visuel est vachement surprenant, tu t'attends pas à voir le lit se soulever comme ça dans le truc. Et le reste de la scène de baston, toutes les scènes de baston sont extrêmement fortes, extrêmement violentes par moments, très bien mises en scène, très bien réalisées, très inventif parce que l'un des points principaux de Maddy, c'est qu'il arrive toujours à trouver plutôt rapidement des bonnes idées. C'est une des marques du bon héros. Quand ton héros est confronté à une situation inextricable ou une situation complexe en général, est-ce qu'il arrive à trouver une solution, et est-ce qu'il arrive à la trouver rapidement? Plus il trouve la solution, plus rapidement il y arrive, et meilleur est le résultat de la solution, plus ça devient un bon héros, et Maddy pour le coup est un excellent héros parce qu'il arrive vraiment toujours à se sortir de situations inextricables avec des solutions qui marchent extrêmement bien et qui sont pas forcément celles que tu vois venir dès le début, mais qui paraissent pas absurdes non plus.
Donc ça marche extrêmement bien, et vraiment au niveau des scènes d'action, c'était très très cool. Il y a des scènes vraiment audacieuses, par exemple, ça se déroule pendant les manifestations Black Lives Matter, et après qu'un jeune noir ait été tué par les forces de police belges, du coup il y a déjà une sorte de tension autour de ce mec-là, et du coup ça va lui permettre de se sortir de certaines situations, notamment dans l'une, il va essayer de perdre les gens dans la manif, et donc le film a dû reconstituer des manifestations Black Lives Matter avec un bon paquet de figurants du coup dans le truc, en bloquant des espaces entiers de Bruxelles pour pouvoir tourner les différentes séquences, et ça rend du feu de Dieu, quoi. Ça a l'air d'être aussi bon et bien réalisé que dans n'importe quel film d'action américain, alors que d'habitude, quand on fait des films d'action, ils ont un peu pas beaucoup de gueule parce qu'on les fait avec des moyens européens, français notamment par exemple, ou belges dans ce cas précis. Et là, pour le coup, ça a vraiment de la gueule. Je sais pas comment il s'en est sorti, s'il a eu beaucoup d'argent ou s'il a juste été très inventif pour trouver une solution pour résoudre son truc. Mais ça rend du feu de Dieu, quoi, ces séquences-là. C'est extrêmement bien réalisé, en règle générale, avec des mouvements de caméra intéressants. On commence par exemple avec un petit jeu sur une serrure qui est en train d'être forcée, avec un plan en dolly shot qui se rapproche petit à petit de la serrure, et au final tu te rends compte que c'est pas un cambrioleur qui est en train d'ouvrir la serrure, c'est un serrurier, et c'est Maddie donc qui est en train de faire le truc, et donc du coup tu joues sur le fait de ne pas savoir au début ce que tu es en train de voir à l'écran et d'amener la réponse petit à petit. T'as de très jolis plans en drone qui sont utilisés, notamment il y en a un qui va de la route au reste de la ville, avec la caméra qui se retourne en plus, qui fait des 180 degrés, des machins genre là, des plans qui sont très très beaux et très bien foutus. Il y a aussi tout un plan où le personnage va essayer de s'échapper à travers le métro en vélo, comme il va assez vite, il faut arriver à le suivre dans des espaces particuliers. Ils l'ont suivi entièrement en drone, passant de la rue jusqu'à l'intérieur du truc de métro, jusqu'à rentrer ensuite dans un des wagons, même carrément, je sais plus si le drone le suit dans le wagon, peut-être aller un petit peu loin. En tout cas, il y a un plan qui est vraiment audacieux et impressionnant, et qui te met vraiment au cœur de la scène, et qui fait que le rythme ne s'arrête jamais, et que c'est vraiment prenant et vraiment stressant de A à Z. J'ai un petit truc auquel je pense du coup en parlant de tout ça, mais je vais voir Arcadie régulièrement à Bruxelles, et du coup c'est très rigolo. Il y a un truc quand tu tournes à Paris, Paris est tellement grand que c'est compliqué de toujours trouver des endroits que tu connais bien en fait. Bruxelles c'est beaucoup plus petit, beaucoup de trucs sont dans le centre-ville qui est pas extrêmement grand non plus, du coup en fait j'ai vu toutes mes promenades à Bruxelles qui sont revenues en tête avec Arcadie à chaque fois que je voyais une scène de ce truc là, parce que je reconnais tous les décors, notamment il y a toute une rue avec un passage en verre qui relie deux immeubles autour d'un truc, à côté duquel on passe quasiment tout le temps quand je vais voir Arcadie, et du coup quand je l'ai vu dans le film j'ai fait « Ah, je reconnais !» Ça me l'avait pas fait depuis très longtemps. En règle générale, tu vois que le film veut se donner un look particulier, un côté très cinématographique, parce que toutes les pièces sont baignées de fumée, et la fumée c'est un truc qui aide vachement bien à gérer la lumière, à la répartir de telle ou telle façon, à donner une image qui a l'air cinématographique, qui semble pas être une image de base tournée par n'importe qui. Peut-être un petit peu trop de fumée par moment. T'as vraiment l'impression qu'à chaque fois que tu rentres dans un appartement, il y a au moins 10 mecs qui est en train de fumer des paquets entiers de gamelles avant que tu débarques. Mais ça donne aussi un très bon look au film, et tous les acteurs et toutes les actrices jouent au cordeau. C'est parfait, c'est nickel. Pour tous, y compris Romain Duris, acteur français du coup qui débarque dans le truc, avec qui j'ai souvent eu du mal dans certains de ses rôles. Il y a des moments où je le trouve pas tout à fait juste, où je trouve que son interprétation est pas parfaite. Là, pour le coup, rien à redire sur Romain Duris, la performance était nickel, il fout les boules en patron des gangsters qui est en train de menacer Maddie et tout le bordel. Le personnage est bien écrit en plus, il a sa propre façon de torturer les gens que j'ai pas encore trop vu dans des films, et quand vous allez voir le truc, vous allez faire « Ah ouais, effectivement, ça doit être déjà bien stressant, bien horrible, mais en même temps, c'est une idée toute conne, mais qui marche super bien pour montrer à quel point le mec est sadique et un peu dégueulasse. » Le scénario est vachement sympa, il y a plein de twists et de retournements qui sont intéressants, d'alliances qui vont se faire, se défaire, etc. Du coup, c'est juste un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'était parfaitement réalisé, c'était au cordeau, l'histoire était super intéressante, super fascinante, parfaitement jouée. C'était nickel. Regardez La Nuit se traîne, vous allez passer un très très bon moment. C'est le premier film seulement de Michel Blanchard également. Disons qu'il y a plein de premiers films dans ce top. Drone, Vampire Humaniste, American Fiction, c'est tous les trois des premiers films. La Nuit se traîne aussi. Ni Chaîne ni Maître, c'est un premier film aussi ou pas? Oui, c'est aussi un premier film, et puis en plus beaucoup de trucs francophones, en règle générale, pas forcément français, mais francophones. Du coup avec Ni Chaîne ni Maître qui est un film français, Drone qui est un film français, Vampire Humaniste du coup c'est québécois, et là La Nuit se traîne c'est belge. Donc dis donc, les premiers films sont vraiment bons cette année, et j'espère vraiment que tout ce petit groupe là va pouvoir faire d'autres films ensuite, parce que en règle générale, c'est surtout vrai en France, mais c'est vrai un peu partout, faire le premier film, c'est encore faisable.
faire un deuxième ou un troisième film, c'est là que c'est plus compliqué. Si t'arrives au troisième film, tu sais que tu vas avoir une carrière. Quand t'en as fait que un, tu sais pas trop ce que ça va donner ensuite. J'espère qu'ils vont tous avoir des trucs intéressants à faire ensuite, parce que ils sont tous très bons là, tous ceux que je viens de mettre dans mon top. Ouais, tiens, j'avais pas remarqué à quel point il y avait que il y avait beaucoup de premiers films du coup là-dedans. C'était donc mon avis sur le numéro 3. Je vous conseille vraiment très chaleureusement de regarder La Nuit se traîne. Et nous allons passer maintenant aux deux premiers films du top, qui sont deux films d'animation d'ailleurs, qui ont tous les deux déjà été faits en vlog aussi, donc je vais essayer d'aller un peu rapidement dessus quand même. Numéro 2. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, réalisé par Gins Zilbalodis. Pour ceux qui ne seraient pas au courant du coup, le film suit un chat qui vit dans un monde qui subit un tsunami, un raz-de-marée gigantesque où tous les océans montent, et qui va devoir survivre sur une barque en compagnie d'autres animaux, notamment un oiseau, un chien, un marsupial, un capybara je crois, ou un truc dans ce genre là. Et c'est une sorte de road movie mystique, où il n'y a plus de route puisque du coup c'est l'océan, mais on navigue du coup sur les flots, donc c'est un road movie, dans lequel ces animaux vont devoir apprendre à vivre en commun et à affronter les différents éléments qui sont en face d'eux. Je vais du coup pas vraiment développer puisqu'il y a déjà un vlog, je vous encourage à aller voir le vlog, mais je vous encourage surtout à aller voir le film parce que vraiment c'est une belle expérience et c'est très sympathique. On m'a beaucoup posé la question quand le vlog est sorti, du coup je vais y répondre. Non, j'avais pas vu la scène post-générique, je pensais pas qu'il y aurait une scène post-générique dans un film comme ça, du coup je ne suis pas resté, mais il y a effectivement apparemment une scène post-générique qui montre que un truc que je trouvais trash et un peu méchant ne s'est pas produit finalement. Donc voilà, maintenant je suis au courant, j'ai vu le truc maintenant, mais je l'avais pas vu au moment où j'ai fait le vlog. J'apprécie évidemment d'avoir un film avec un chat, j'aime beaucoup les chats, mais il suffit pas de me mettre un chat dans le truc principal d'un film pour que ça me plaise. J'ai vraiment beaucoup aimé le ton de l'histoire en général, comment est-ce qu'elle était racontée, et comment est-ce qu'elle était filmée notamment, avec cette caméra qui semble suivre le chat au ras du sol, comme si on avait un caméraman avec la caméra tenue par une poignée, en train de suivre le petit chat en train de marcher quelque part, etc. Ce qui excuse aussi le rendu visuel, parce que vous savez que j'ai du mal avec les films qui essaient de se faire passer pour de la 2D. Le rendu de Flo se ferait passer pour de la 2D si la caméra était fixe. Si la caméra était fixe, les plans ressembleraient à des illustrations, tu pourrais gruger les backgrounds et les faire en 2D et non pas en 3D avec une profondeur. Mais le fait que la caméra soit constamment en train de bouger, et pas des mouvements farfelus non plus, juste une caméra épaule qui est en train de suivre un personnage, le simple fait qu'elle soit en train de bouger constamment fait qu'à aucun moment, à moins de faire un arrêt sur image, tu ne peux prendre ce que tu vois pour un simple dessin à la main 2D, tu vois clairement que c'est de la 3D stylisée. Le film est quand même plutôt cool pour un film qui a été réalisé avec une toute petite équipe, une petite dizaine d'animateurs seulement, et je les félicite et je sais qu'ils seront au courant parce que cette équipe est en bonne partie française, et il y en a quelques-uns qui ont fait des commentaires sous mon vlog du film quand il est sorti. Donc voilà, j'apprécie et j'admire beaucoup le travail que vous avez fait. Avec ce rendu, ce travail de la caméra, il y a quasi des plans séquences en fait à chaque scène, et c'est très compliqué à réaliser en effets spéciaux 3D, même si on peut gruger beaucoup plus de trucs, mais quand tu es constamment axé sur l'élément central de l'image, c'est plus compliqué de gruger, ils s'en sont donc très très bien sortis. Donc voilà, j'ai passé un bon moment devant ce film qui est une belle petite fable, qui ressemble un peu à des fables de La Fontaine quasiment, avec des animaux en plus dans le truc, avec de très beaux visuels, quelque chose de très spirituel et un peu mystique par certains moments. Donc c'est vraiment un très bon moment à passer devant un film, j'ai passé un très bon moment devant Flo, et je vous encouragerai à le regarder parce que vous passerez probablement un bon moment devant également. Je vous dis, je passe vraiment rapidement parce qu'il y a déjà des vlogs, ça sert à rien de faire des vidéos qui durent 3 heures pour juste répéter ce que je dis dans le vlog. Donc voilà. Allez voir ce que je dis dans le vlog, mais en tout cas, allez voir Flo, parce que c'est un très bon film. Et nous allons maintenant passer au numéro 1 de ce top. Come on! Riley needs us! Have I ever steered you wrong before? Many times. Vice Versa 2, ou Inside Out 2, réalisé par Kelsey Mann. Là aussi, il y a déjà eu un vlog que beaucoup de gens n'ont pas vu, ce qui m'a toujours un petit peu surpris. Je vous dis généralement, les films qui marchent bien en salle marchent plutôt bien aussi en vlog. Je pense que c'est uniquement parce qu'il n'y a pas ma tête sur la vignette que les gens n'ont pas vu que c'était un vlog de ma part. Il y a des gens qui me l'ont confirmé d'ailleurs dans les commentaires. Du coup, le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'aller voir le vlog, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Les films qui étaient des places 10 à 2 sont grosso modo au même niveau dans ma tête. J'ai été obligé de mettre une échelle du coup pour organiser un top, mais ce serait plus proche d'une tier list où absolument tout ce que vous venez de voir là, ce serait en catégorie
A, et seul Vice Versa est vraiment en catégorie S, spécial, super, un truc dans ce genre-là. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait toutes les tier lists, mais peut-être que A c'est le maximum, donc pensez que tout le reste était B, et là il y a vraiment que le dernier film qui est en A. Et c'est vraiment en très bonne partie pour à quel point le film résonne par rapport à moi en particulier. L'histoire, c'est la suite du premier Vice Versa. Riley devient adolescente, elle commence à changer de vie parce qu'elle va du coup changer d'école, elle va passer au collège, je pense, du coup, enfin l'équivalent aux États-Unis. Et elle n'a que ses dernières vacances à passer avec ses meilleurs amis dans un stage de hockey, puisque donc elle est toujours aussi fan de hockey. Et pendant ce stage, donc, commence à se déterminer sa vie adolescente et ce qu'elle va devenir en tant qu'adulte, comment sa personnalité va changer avec l'adolescence, est-ce qu'elle va rester fidèle à ses principes, est-ce qu'elle va les bafouer pour devenir une nouvelle personne, obtenir des choses en plus, notamment un certain statut par exemple, social, en rentrant dans le groupe, l'équipe des meilleures joueuses de hockey du collège ou de l'université ou du lycée, je sais pas exactement comment transcrire le truc. C'était encore une fois extrêmement bien foutu, c'est très vrai, c'est très terre à terre, tu sens que c'est vraiment bien pensé comment est-ce qu'on essaie de transcrire le fonctionnement du cerveau, en rajoutant donc ces nouvelles émotions, donc la honte, l'ennui, l'envie et notamment l'anxiété, et de montrer encore une fois que aucune de ces émotions n'est illégitime, aucune de ces émotions n'est bonne ou mauvaise fondamentalement en elles-mêmes, elles ont chacune en fait un rôle à jouer et elles ont chacune quelque chose à exprimer et elles sont chacune une partie de la personnalité du coup de cette personne, du personnage de Riley là en particulier, mais de toutes les personnes en règle générale. Mais donc oui, si vous voulez savoir pourquoi ce film est vraiment au-dessus des autres pour moi et qui est vraiment au-dessus de tout le reste au niveau du classement, c'est vraiment quelque chose de très personnel et c'est quasi entièrement à cause de la scène de fin. Le reste du film est excellent, mais aussi bon que le reste des films que j'ai cités dans le reste de ce top là que vous venez de voir. Le point qui le sépare de tous les autres, qui le démarque dans ce top et qui fait que je le passe en premier, c'est principalement la scène de fin. Parce que donc tout le reste du film est génial, mais la scène de fin où Anxiété commence à perdre les pédales et où Riley fait du coup véritablement une crise d'anxiété, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me parle en fait. Parce que ma vie, ça a été quasi ça pendant extrêmement longtemps et jusqu'aux 2 ou 3 dernières années. Depuis que j'ai changé le rythme de la chaîne, du coup, littéralement. J'ai jamais fait de véritable crise d'angoisse ou crise d'anxiété, un peu comme ce personnage-là. J'étais pas immobilisé par mon anxiété, comme elle peut l'être, mais j'ai vraiment vécu avec l'anxiété au contrôle de mon cerveau pendant plus de 10-20 ans. Je dirais aux alentours de l'âge de 13 ans, justement 13-14 ans, et jusqu'à il y a 3-4 ans quand j'ai décidé de changer le rythme de fonctionnement de cette chaîne. L'anxiété était vraiment au cœur de ce que je fais, et du coup, quand je vois cette scène finale avec Anxiété qui est en train de faire une crise, à chaque fois que je vois cette scène, j'ai revu le film, je l'ai racheté en Blu-ray et je l'ai revu du coup il y a pas longtemps, à chaque fois que je revois cette scène, j'ai un frisson qui me remonte tout le long de la colonne vertébrale, j'ai les boyaux qui sont en train de se serrer, j'ai le cœur qui commence à battre parce que je me reconnais tellement dans ce qui est en train de se passer à l'écran en fait. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être placé au-delà de ça. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir être une personne qui n'est pas en train de subir son anxiété constamment. Mon anxiété est toujours là, je m'en suis pas débarrassé, hein, bien sûr, comme le dit le film, on peut pas s'en débarrasser, et elle a une certaine utilité pour certains moments, il y a des trucs pour lesquels elle m'a protégé dans certains domaines, mais véritablement, j'ai une photo de ma vie quand je vois la scène de fin de Vice Versa, ça me parle au plus profond de moi, et c'est pour ça que du coup, ce film est mon préféré de l'année. J'aimais beaucoup Vice Versa à la base parce que j'aime beaucoup l'idée de se projeter dans la tête des gens pour justement comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre comment je fonctionne aussi en fait. Et le premier film me l'avait offert en règle un peu générale, ce deuxième film a l'air presque destiné spécifiquement pour moi en fait. C'est vraiment le genre de film, il n'y en a pas énormément, mais qui me parle au plus profond de moi-même, quoi. Ça parle vraiment quelque chose qui me définit profondément, ou qui me définissait en tout cas, qui me définit toujours en partie. Et du coup, voilà, c'est pour la force de cette scène et de la leçon également qu'il y a lieu dans cette scène-là. C'est pas juste le fait de me projeter, c'est la leçon qui est à prendre dans le truc est bonne aussi, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui m'a fait décider de le mettre en premier, c'est à quel point je me projette sur ce personnage, à quel point je comprends ce que je suis en train de voir à l'écran comme quelque chose que j'ai ressenti moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que ce film est le film qui m'a le plus marqué de 2024. Une année tout de même pas très intéressante en cinéma, et du coup c'est compliqué de pouvoir faire des classements et des trucs dans ce genre-là, mais je suis quand même, on va dire que c'est fini du coup maintenant, ça y est, hein, fin des tops. Je suis quand même plutôt content de ce top et de tous les films que je viens de placer là du coup dans le classement. Je les reverrai à peu près tous au moins une fois, mais c'est indéniable que c'est Vice Versa qui est le plus marquant pour moi dans cette année, quoi. J'ai vu beaucoup de bons films qui m'ont beaucoup plu et que je vous ai mis dans ce top, mais ce qui m'a vraiment mis une claque, c'est Vice Versa 2. Parce que c'est très personnel pour moi.
Et voilà, je suis en train de commencer à perdre ma voix, je sais pas si vous avez remarqué que je commençais à avoir du mal à parler, que je fais des toutes les 10 minutes là sur les derniers films, mais c'est pas grave, ça y est, j'ai fini de tourner les tops, j'ai fini de tourner la dernière vidéo de début d'année jusqu'à finir complètement avec la vidéo des tops des vignettes avec Arcadie, en mars donc. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, on se retrouvera aux alentours du 2 et du 3 mars pour ma vidéo sur les films en compétition pour les Oscars que j'ai commencé à rattraper. J'en ai déjà vu 4 là déjà, au moment où je tourne cette vidéo, et je vais en voir plus pendant que je suis en train de faire le montage de celle-ci. On se retrouvera ensuite la semaine d'après pour la vidéo de résultats des Oscars, et après, quelque part dans le mois, il y aura, de mars, il y aura la vidéo avec Arcadie sur les vignettes. Et ensuite, je me remets sur le prochain Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, et il y aura quelques vlogs par-ci par-là pour les sorties les plus intéressantes. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos de début d'année vous ont plu, j'espère que je vous retrouverai pour les Oscars et pour le reste de l'année. N'hésitez pas évidemment à mettre vos tops et vos flops dans les commentaires, hein, dans cette vidéo-là ou dans les autres. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.